Bonjour à tous. Bonjour. Alors je tente un truc, c'est d'enregistrer le cours pour pouvoir le mettre sur Meetis après si vous voulez le revoir. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Donc il faut que je fasse tout, la régie lumière, la régie son, la régie vidéo. Alors je vous équipe un deux tableaux. Éteindre la circulation. Attention, ça va être tout noir. Alors, en principe, on dit ta gueule, mais il y a plus de lumière. On va. On envoie l'image. On va chercher un taille. Bien. On va commencer par la présentation du module qui s'appelle Approche système. 2 points, transition énergétique. On va faire de l'approche système à travers la transition énergétique. Vous verrez à certaines allusions, plus que des allusions, tout au cours de votre formation sur le développement durable et la responsabilité sociétale. C'est une problématique qui va vous occuper pendant toute votre carrière, et dès le début et dès maintenant. Je pense que l'urgence climatique, vous entendez parler régulièrement aux actualités, donc c'est un petit peu normal dans votre formation d'avoir de solides connaissances là-dessus. Alors comme en école d'ingé, on a un nombre limité d'heures à faire, en présentiel, je vais avoir de ce mot, en cours, avec un enseignant, c'est le principe d'un cours. Il faudra faire une bonne partie de recherche, ça c'est votre recherche pour votre culture générale, notamment sur les différents domaines sociétaux qu'on va pouvoir aborder. On va en évoquer aujourd'hui quelques-uns, mais ce sera certainement à vous d'aller creuser. Je vais vous donner des pistes, des sites à aller explorer, des vidéos à regarder. Moi j'aime beaucoup les vidéos, donc je regarde beaucoup de vidéos, ça permet de voir l'excellent travail que font certains vulgarisateurs ou des scientifiques qui mettent en diffusion leur recherche ou leur réflexion. Alors après, évidemment, il ne faut pas se baser que sur une seule source, il faut essayer de croiser les sources pour essayer de se faire sa propre opinion. Mais voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Et ce module-là, il va vous demander beaucoup de travail en fait. Et ceux qui n'aiment pas le travail vont détester ce module. Certains, je pense qu'ils prendront du plaisir quand même, puisque ça va en fait concerner un petit peu votre démarche dans toute votre carrière. Essayer d'avoir une problématique complexe, et je peux vous dire qu'elle est bien complexe, et puis essayer de trouver des solutions, et c'est le boulot d'un ingénieur, de trouver des solutions. Souvent les étudiants viennent me dire « Monsieur, j'ai un problème ». C'est normal, si vous n'aviez pas de problème, vous ne seriez pas en école d'ingé. C'est-à-dire que le but d'un ingénieur, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Donc on va en lister un certain nombre aujourd'hui, et puis tout au long de votre formation. Et l'approche système, ça, à la base, c'est la science qui permet de décrire les systèmes en général. On va voir ce que c'est qu'un système, mais en gros tous les systèmes créés par l'être humain. On ne peut pas dire l'homme, parce que la femme aussi crée des choses, il ne faut pas l'oublier. Donc l'être humain en général.
Et puis, donc c'est le principe des objets techniques, on va dire, des objets et systèmes techniques, puisqu'on va pouvoir englober des systèmes qui sont des systèmes informatiques, qui ne sont pas forcément des objets palpables, mais des systèmes qui rendent des services. Ça passe par une bonne description de ça et donc de l'analyse du besoin. Donc on va parler de cahier des charges fonctionnel, de l'analyse fonctionnelle, qui est en gros le cœur de l'approche système. On verra également un petit peu d'approche projet. Vous aurez des... Alors ça a peut-être déjà commencé, ou ça commence au mois d'octobre, la conduite de projet. Alors on est à cheval sur ces deux notions-là. Moi je ne vais pas aborder pourquoi on fait un projet, mais pourquoi on réalise un système. Souvent vous avez du mal à faire la distinction, parce qu'on va parler de cahier des charges dans les deux cas. On va parler de cahier des charges de projet, donc, et pourquoi on fait le projet, pourquoi le projet existe, pourquoi il y a une nécessité d'exister ce projet. Et puis, pourquoi on réalise un système? Parce qu'il va rendre des services. Et les modes de description peuvent se ressembler, mais sont un petit peu différents. Ok? Donc là, le CM, c'est donc aujourd'hui. Vous en avez un sur la démarche de projet en général autour d'un système, sur l'approche système. Et puis, on va faire une brève introduction sur des problématiques de transition énergétique. Une brève introduction parce que je pense il nous faudrait la semaine pour brosser et encore on n'aurait pas fait le tour de toutes les problématiques qui sont intéressantes sur ce sujet-là. Mais on va voir juste la partie transition énergétique dans les grandes lignes, pourquoi il y a des questions à se poser à ce niveau-là. On aura ensuite 2 séances de TP encadrées qui arrivent au cours du mois d'octobre, pour certains plus rapidement que d'autres, puisqu'on les a un petit peu étalés. Vous aurez du temps entre les séances de TP. Dans la première séance de TP, il faudra valider un choix de système innovant, donc dans le thème de la transition énergétique. La rédaction de cahier des charges. Je me mets de l'autre côté, ça me permettra de ne pas faire un torticolis, je peux relire sur mon écran. On verra comment on rédige un cahier des charges, la méthodologie de recherche de l'état de l'art et des solutions existantes. On ne réinvente pas la roue, hein. Si la roue existe, on peut utiliser la roue. On verra qu'il faut faire attention s'il n'y a pas des brevets protégés là-dessus. Et puis, surtout, les choix de solutions techniques. C'est beaucoup de boulot, donc ce qu'il faudra faire absolument, c'est anticiper la séance pour que je puisse passer parmi vous, enfin que mes collègues, on est 3 à vous encadrer, quand vous êtes avec votre prof encadrant, qu'ils puissent passer parmi vous, vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, là il manque des choses, il faudra creuser. Si vous arrivez que vous n'avez rien fait et vous arrivez, on fait bon, qui veut bosser avec moi, puis on fait quoi au fait, et puis pendant 3 heures vous discutez d'une idée de projet, ben forcément vous allez être rapidement en retard. Je dis ça parce que tous les ans j'y ai droit, hein, on arrive, les groupes ne sont pas constitués, on ne sait pas avec qui on veut bosser, et puis on n'a même pas réfléchi à ce qu'il fallait faire. Donc là, le cours il est là pour vous impulser ce qu'il faut faire, les différentes problématiques, après à vous d'y réfléchir, en parler entre vous. Alors vous allez travailler par groupe de TP, hein, puisque c'est du TP, donc dans votre groupe de TP, essayez de voir avec qui vous voulez travailler sur des thématiques qui vous sont chères, et puis vous mettre ensemble et d'arriver à la séance en ayant déjà préparé des choses. La deuxième séance de TP, on va plutôt la voir sous l'angle de la communication. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Alors c'est pas parfait, hein, mon diaporama je l'ai fait rapidement parce que j'étais pas mal occupé. Donc il est perfectible. Mais on va travailler ça là-dessus ensemble, parce qu'il est important que, en tant que futur ingénieur, vous sachiez présenter votre travail, donc à la fois à l'oral et à l'écrit. Donc il y a une partie rapport écrit que vous aurez à réaliser, donc en groupe. Cette partie-là est évaluée principalement en groupe, ce qui ne sera pas toujours le cas des autres modules. Des fois, vous aurez des évaluations qui seront individualisées, même si vous êtes sur du travail en projet, mais là, ce sera une note de groupe, à la fois pour la rédaction. Donc on verra comment on s'organise ensemble pour pouvoir que chacun ait sa partie. Et puis on fera une présentation orale. L'évaluation se fera en amphi. En principe, je crois qu'elle n'est pas encore planifiée. Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie ça, mais je crois qu'elle n'est pas encore planifiée. Généralement, c'est au mois de décembre ou au mois de janvier. Comme vous êtes assez nombreux, je pense qu'on fera ça sur 2 créneaux de 3 heures. Et le but, c'est que vous ayez 6 minutes chacun, enfin chaque projet ait 6 minutes pour présenter
leur idée, enfin leur projet, comment ils ont réalisé leur projet. Enfin, c'est surtout présenter le système qu'ils ont conçu. Et puis, à l'issue de ces 6 minutes de présentation, donc ils seront chronométrés, il faudra s'entraîner pour bien respecter le temps. Ce sera le cas, vous aurez énormément de... Alors, je sais qu'il y a des alternants parmi vous, ils ne sont pas très nombreux, mais vous aurez... les présentations, vous les ferez plutôt en entreprise. Et pour les étudiants, tous ceux qui sont étudiants, vous aurez à faire des présentations très fréquemment dans votre cursus. Il faut que ça se soit bien maîtrisé, ça fait partie, la communication orale et écrite, ça fait partie des choses importantes à développer à l'ENSI. Ok ? Si j'arrive à cliquer. Il y a des questions jusqu'à présent ? Ouais. Ça sera des groupes de combien à peu près entre des groupes de 12 et des groupes de 1 ? Non, je plaisante. On va faire, ce qui est bien, c'est 3. Des groupes de 3, pas moins de 2, et éviter les groupes de 4. Si jamais dans certains groupes ça tombe, il y en a qui se retrouvent tout seuls, on fait un groupe de 4. Mais voilà, le mieux, c'est de travailler par groupe de 4. Ok ? Vous allez voir qu'en travaillant en équipe, il y a souvent un boulet. Et si dans votre équipe, il n'y a pas de boulet, c'est que le boulet, c'est peut-être vous. Bon, on va apprendre à gérer ça aussi. Vous allez voir que des fois, il y a des grincements de dents. Effectivement, il est important que chacun s'implique à la même hauteur dans un projet. Sinon, le projet, il marche mal, le groupe marche mal et l'ambiance, elle n'est pas bonne. Et l'idée, si vous êtes venu ici, c'est pour avoir une bonne ambiance, si j'ai bien compris. Donc, voilà, on va travailler là-dessus. C'est pas toujours évident. Même professionnellement, plus tard dans la vie, travailler en équipe, c'est pas forcément facile. Ça fait partie de votre apprentissage. Ok ? Bien, on va déjà commencer sur la gestion de projet pour rapidement bifurquer sur ce que c'est qu'un système. Mais il faut un système, ça se fait en démarche de projet, donc je vais quand même rapidement présenter un projet, même si vous avez d'autres cours de conduite de projet derrière. Alors déjà, on va définir un projet d'un point de vue temporaire. Un projet, ça a forcément un début, une fin. Et on doit respecter un délai. Généralement, on représente ça sous cette forme-là. On a le projet au milieu du triangle. Et puis, vous avez la qualité tout en haut, les délais et les coûts. Donc on verra que pour gérer ça d'un point de vue temporaire, il faut réaliser des étapes, il faut préparer des phases, on va appeler ça également des tâches, et on va mettre des jalons, des endroits où on se pose, on réfléchit, on se réunit, on fait le point. Et puis l'objectif à la fin, c'est le livrable. Mais comme disait un de mes charmants collègues, la page 4 de votre cahier des charges, c'est pas le livrable. Hein. Le livrable, c'est ce qu'on va... on dit livrable ou délivrable, en anglais, deliverable, je n'arrive pas à le prononcer, mais on dit livrable ou délivrable. Je sais que les collègues qui disent délivrable, c'est pareil. C'est l'anglicisme, on va dire. C'est ce que vous allez livrer au client, c'est le rendu final. Alors, vous pouvez avoir des livrables intermédiaires, donc des rendus intermédiaires, mais voilà, il faut voir ça quand même d'une manière globale et fonctionnelle. Ok ? C'est quoi la qualité ? Généralement, c'est tout ce qu'étudiant normalement constitué déteste pendant ses cours, parce que c'est très difficile de faire ça de manière fun, alors que c'est la vie de tout, la qualité. La qualité avec un grand Q. La définition de la norme, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. En gros, la qualité, c'est respecter le besoin du client, la satisfaction du client. Si on peut le comme ça, d'accord ? Et c'est les besoins exprimés et implicites. On y reviendra. Donc, il faut réussir à décoder ce qui est important. Donc, c'est généralement la fonction d'usage du produit, mais également tout ce qui est implicite, ce qu'on ne dit pas forcément, mais qui a besoin de fonctionner. Notamment, si vous voulez recharger votre téléphone portable, c'est bien qu'il puisse s'adapter au réseau du
EDF, et quand vous allez acheter un téléphone portable, vous n'avez pas demandé au vendeur si vous pouvez le recharger sur une prise de courant. Chose que vous devriez faire, parce que maintenant, ils ne livrent pas de chargeur forcément avec les téléphones. Ce qui est bien en soi. Hein. Mais... Alors, pourquoi fait-on un projet? Alors, on a une petite équation, on peut en voir beaucoup d'équations, qui dit que la productivité, c'est la création de valeur divisée par le coût. Et bon, on va en reparler de cette notion de coût et d'économie, parce que c'est un petit peu ça qui pollue le débat. C'est la création de valeur. Donc comment je fais pour augmenter la productivité? Exactement, soit on baisse les coûts, soit on augmente la création de valeur. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Baisser les coûts. On fait quoi pour baisser les coûts? On vire des gens. On vire des gens? Il faut quand même un petit peu de monde pour faire le boulot. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire le boulot? On prend des pièces ou des matières premières de qualité inférieure, par exemple. On peut prendre des matériaux de qualité inférieure, ouais, enfin Là, on a encore utilisé le mot qualité, pas forcément à bon escient, mais oui, parce que quelque chose de qualité, ça répond juste aux besoins. Donc si on prend quelque chose qui va répondre aux besoins, mais tout juste, effectivement. C'était beaucoup le travail des qualiticiens pendant des années, ce qui a abouti sur des problématiques d'obsolescence programmée, parce que quand on fabrique juste au coût le plus juste, et puis juste pour que ça casse pas, mais pas trop, ça finit par casser quand même, forcément. On en rachète. D'où le problème de transition écologique, du coup. En baissant les coûts, on peut mettre des machines, par exemple. Et les machines, ça fonctionne comment? Avec de l'électricité, pas forcément. Avec de l'énergie. On y reviendra également. Ça s'appelle comment le cours déjà? Transition énergétique. On peut faire quoi aussi pour bien diminuer les coûts? Ce qu'on a fait allègrement. Une fois qu'on a mis des machines, il faut quand même des gens pour s'occuper des machines. Donc on a besoin de main-d'œuvre très qualifiée, qui coûte très cher. Donc du coup, au bout d'un moment, ça devient plus valable. Donc qu'est-ce qui fait le stade ultime pour diminuer les coûts? On délocalise. On envoie dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Et délocaliser, ça engendre quoi? On a besoin de quoi pour pouvoir délocaliser? Des frais de transport, et pour se transporter, on a besoin d'énergie. Et voilà. Le problème de l'équation. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire l'ingénieur ingénieux, on va dire? Il va plutôt se concentrer sur l'autre aspect du problème, c'est-à-dire la création de valeur. Et en gros, on va dire qu'un projet, c'est innover pour créer plus de valeur. Parce que réduire les coûts, c'est bien, mais vous voyez que réduire les coûts, ça engendre plus de consommation d'énergie, en fait. Et l'énergie, ça va être le problème qui va nous occuper la deuxième partie du cours. Ok? Donc on va s'intéresser aux deux, parce que les deux sont importants dans l'équation. Mais le boulot d'un ingénieur, pour moi, c'est pas forcément de réduire les coûts à l'extrême, c'est d'avoir le coût juste pour une valeur qui augmente. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, vous voyez dans mon diagramme, j'ai quand même les coûts. Les coûts dans un projet, c'est très important de gérer les coûts, d'avoir un budget, de respecter ce budget. Souvent, c'est des choses que vous avez du mal à appréhender, parce que souvent, vous êtes sur un projet à l'école, vous avez besoin de faire une commande, vous faites une commande, vous voyez vaguement le prix que ça coûte, mais vous en fichez un peu, alors que dans la réalité, dans la vraie vie, vous avez un budget, et c'est pas du tout infini le budget d'une entreprise. Votre client, quand il vient vous demander quelque chose, il n'a pas un budget infini non plus. Donc il est important de respecter les coûts. Mais vouloir diminuer les coûts à l'infini, ce n'est pas forcément la bonne piste. En tout cas, ce n'est pas la piste de l'ingénieur. Ce qui est assez frappant, si vous allez sur LinkedIn et vous regardez les grandes écoles qui sont classées numéro 1, numéro 2, numéro 3, je ne veux citer personne, mais dans les meilleurs, on va dire, et vous regardez ceux qui font comme métier, qui sortent d'école d'ingé, ils font de la finance. C'est triste. Je voulais parler, justement, parce qu'on a dit que c'est
un projet, ça se gère dans le temps. Et vous avez tous été consacrés au problème de la gestion du temps, notamment ceux qui sont arrivés en retard ce matin. Souvent, au début, on a tout le temps qu'il faut, tout le temps devant nous, on est large. On a la capacité d'action sur le projet, mais la capacité du projet elle va varier dans le temps et elle va diminuer dans le temps. C'est-à-dire que tout à la fin, vous avez le livrable, le client qui attend sa commande, vous ne pouvez plus rien faire. D'accord ? Donc ça diminue. Également, vous avez la même chose au niveau du budget. Le budget, vous avez un budget de 10 000 € pour faire votre projet. Une fois que vous en avez dépensé 7 500, vous avez moins de marge de manœuvre. Et donc le temps et l'argent, une fois que ça diminue, vous avez moins de marge de manœuvre. Ce qui fait que ça va poser un certain nombre de problèmes. Et puis à la fin du projet, vous connaissez bien le projet, mais vous ne pouvez plus agir dessus. Et ce paradoxe-là, vous l'avez tous vécu, je pense que lorsque vous avez passé des examens ou des concours, vous arrivez à la fin du temps et puis « Ah mais non, mais c'est ça qu'il fallait faire, j'aurais dû faire ça » parce que vous avez enfin compris ce qu'il fallait faire, parce que vous avez eu du temps suffisant. Et ça, il faut réussir à le gérer pour pouvoir respecter les délais et puis faire quelque chose de bien, parce que souvent c'est à la fin du projet qu'on a vachement appris du projet, mais qu'on ne peut plus agir dessus parce que le projet est terminé. Ok ? Donc, réfléchissez bien avant de prendre des décisions, faites des choix éclairés, parce que les choix sont irréversibles. Une fois que vous avez dépensé les 2/3 de votre budget ou les 3/4 de votre budget, vous ne pouvez pas revenir en arrière, il faudra faire avec. Et généralement, vous avez dépensé le budget en faisant des choix technologiques, quand vous faites des choix technologiques, ils doivent être éclairés. Donc, dites-vous toujours, quand vous faites une réunion entre vous pour faire des choix, les choix doivent pas être, on ne doit pas dire « moi, je pense qu'il faudrait faire ça ». Si vous entendez ça dans une réunion de projet, c'est à bannir, absolument. Les choix doivent être justifiés par des faits physiques, tangibles, calculables. On ne peut pas avoir juste une impression, on ne peut pas y aller au feeling et au talent. Ça ne marche qu'un temps, alors si on a un peu de chance, ça fonctionne bien. Et puis rapidement, on se retrouve confronté à des mauvais choix parce qu'on a mal argumenté. Et souvent, j'ai géré pas mal de projets, mais ne serait-ce qu'avec mes collègues aussi. Et souvent, on est, oui, alors on va faire ça comme transmission de puissance parce que c'est vachement mieux. Moi, je ne jure que par ça, j'ai toujours utilisé ça, ça marche très bien. Ton truc, il est nul parce que... Non, des chiffres. Il y a trop de frottement. C'est compliqué le frottement dans un système, dans l'autre. Et tout prendre en compte pour pas faire des choix où on s'aperçoit à la fin, on monte le truc et ça ne marche pas. Ok ? Oui, moi je suis mécanicien, donc je prends des exemples en mécanique, mais ça marche pour de l'informatique, de l'électronique, l'électricité. Je vous ai fait un petit résumé des étapes de développement d'un projet, d'un projet autour d'un système. Donc généralement, on passe par une conception préliminaire. Donc la conception préliminaire, j'entends par là l'étude de l'environnement, la rédaction du cahier des charges fonctionnelles. Je vais rajouter fonctionnel à chaque fois pour éviter que vous confondiez avec le cahier des charges du projet en lui-même. Et ça va consister en choix des solutions techniques. Je fais une trottinette par exemple. Je vais choisir une trottinette électrique, je vais choisir les batteries, je vais choisir le moteur, le système de freinage. Le système de freinage, est-ce que je mets un frein à tambour, un frein à disque, un frein à patin, etc. Je vais faire tous ces choix. Une fois qu'on a validé cette étape-là, on passe sur la conception détaillée. Donc, généralement, la conception détaillée, ça consiste en faire le dimensionnement des pièces mécaniques. Donc ça, on fera plutôt ça au deuxième semestre. On fera de la modélisation 3D et le dimensionnement mécanique, on le fera en conception mécanique pour ceux qui font acoustique et instrumentation dans la matière qui s'appelle conception mécanique. On peut créer les cartes électroniques. Donc ça, c'est pareil, vous avez un module au deuxième semestre qui s'appelle création des systèmes mécatroniques. Vous apprendrez à créer des systèmes électroniques. Et puis également la programmation. Donc vous avez souvent les systèmes mécatroniques, vous avez de l'informatique embarquée. Même dans votre voiture, vous avez de l'informatique embarquée. Dans les avions, dans les trains, il y en a partout de l'informatique. Donc il y a de la programmation, généralement. Alors si vous avez conçu un tire-bouchon, évidemment, il y aura moins de programmation et de création d'électronique, mais il faut savoir que c'est au niveau de la conception détaillée que ça se fait.
Généralement, après, on va réaliser un prototype. Donc ça, c'est ce qu'on fera en réalisation 3D au deuxième semestre. On fabrique les pièces mécaniques, on fabrique les cartes électroniques. Et ça, on aboutit sur une étape de validation. Une fois qu'on a un prototype fonctionnel, on va valider les différentes fonctionnalités de notre système. On va vérifier les différents aspects du cahier des charges, les différents critères. Et puis on va valider les fonctions principales, mais également toutes les fonctions contraintes. Donc ça, c'est la phase de développement du projet. Ce que je ne vous ai pas mis, c'est la suite. Une fois que tout ça c'est validé, alors si ce n'est pas validé, ben on repart à l'opération pas forcément du préliminaire, mais au moins au niveau de la conception détaillée. On va reprendre certaines choses et aboutir sur un deuxième prototype. C'est une boucle itérative, on va dire. Après, on pourrait parler de la phase d'industrialisation. Donc c'est exactement le même procédé que ça, mais pour faire l'outil de production pour réaliser le système. Vous imaginez bien que pour faire une voiture, ça ne se fait pas avec des marteaux et des tournevis. Il y a besoin de créer des moules, des outils de découpe, des outils d'emboutissage, etc. Énormément de choses. Il faut faire les faisceaux électriques, etc. Il faut industrialiser les choses. Donc ça c'est la phase d'industrialisation. On fait souvent pareil comme ici, un outillage de validation qui permet de réaliser un prototype de l'outillage, puis après un vrai outillage de production. Et puis après la phase de production qui dure plus ou moins longtemps, derrière avec l'utilisation des outils de production. On peut imaginer la vente et on verra pour le niveau du cycle de vie d'un produit. Alors nous, au niveau approche système, on va juste se focaliser sur cette étape-là. On fera les étapes suivantes plus tard dans le cursus. D'accord ? Ça va pour l'instant? Il y a des questions? Alors, je vous en avais parlé depuis tout à l'heure. Tout en haut de notre triangle, on avait la qualité, l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Et tout ça, ça se rédige sous forme de cahier des charges fonctionnel. CDCF pour les intimes. J'ai horreur des acronymes. Donc, cahier des charges fonctionnel. Alors, un cahier des charges fonctionnel va permettre de définir ce qu'est un système, l'ensemble des éléments qui interagissent selon certains principes. C'est ça la définition d'un système. On va répondre à la deuxième question. À quoi sert un système? Et à qui? Il permet d'énoncer et d'analyser le besoin, exprimé ou implicite. C'est ce qu'on va appeler l'analyse fonctionnelle. C'est pour ça qu'on appelle ça un cahier des charges fonctionnel. Donc un cahier des charges fonctionnel va permettre de définir à la fois à qui et à quoi ça sert. D'ailleurs, à qui ça sert est souvent mis en avant sur à quoi ça sert. Je peux prendre l'exemple du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui arrive... vous connaissez l'histoire? Donc Saint-Exupéry est en panne dans le désert avec son avion, et puis il y a le Petit Prince qui arrive, et qui lui demande, on ne sait pas pourquoi, on n'a jamais su pourquoi, dessine-moi un mouton. Et Saint-Exupéry s'exécute et lui dessine le mouton que vous voyez ici. C'est le dessin original de Saint-Exupéry. Il les trouve moches. On en fait plusieurs. Moi, je ne les ai pas tous mis parce que c'est pas le but. Et puis à la fin, il finit par lui dessiner ça. Donc c'est pareil, toujours le dessin original de Saint-Exupéry. Et il lui dit, voilà, le mouton que tu veux est dedans. Et là, le Petit Prince, il est content. Ce que je vais vous dire par là, c'est qu'avec votre client, l'ensemble des entités qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites, lui exprime un mouton, on lui file une boîte avec un mouton dedans,
enfin, un dessin d'une boîte avec un mouton dedans, avec 3 trous pour qu'il puisse respirer quand même, ça lui suffit. Et vous allez vous confronter à ce problème-là régulièrement quand vous êtes sur un projet. Parce que entre ce que vous demande le client et ce que vous comprenez de son besoin, il y a souvent un delta. OK ? Alors on va pouvoir utiliser différentes méthodes, qu'on va voir un petit peu par la suite rapidement, qu'on appelle le SADT, l'UML, le FAST, la méthode APT. Alors là, APT, c'est une méthode, c'est-à-dire que ça vous pose des questions, c'est une méthode de brainstorming qui a été développée dans les années 60, je crois, qui permet de développer un cahier des charges, une analyse fonctionnelle d'un produit. C'est très très utilisé, c'est pour ça qu'on va l'avoir aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont plus modernes, comme l'UML, le SysML, qui est très utilisé, enfin l'UML principalement en informatique, qui n'est pas une méthode, qui est simplement des outils de représentation. Le SADT, c'est pareil, c'est pas une méthode, c'est des outils de représentation. Certains ont sans doute fait déjà de l'UML. Ouais. Vous avez aimé? Ouais, tranquille. Alors, par exemple, le SADT, ça va ressembler à ça. Donc là, on est sur le A0, le A-0, le carton principal. Alors, je vais mettre en carton, la feuille principale, on va dire. Ça, c'est la base de la base du début de l'analyse fonctionnelle. C'est de savoir décrire ce que fait une fonction principale. Donc, on va mettre la fonction principale au milieu, ce qui rentre en amont, ce qui sort en aval. On n'oublie pas qu'il y a des déchets. Vous voyez sur la flèche qui sort, flacon non conforme, ce sont les déchets. Si je mets un ordinateur, qu'est-ce qui sort de l'ordinateur en déchet? De la chaleur. Et vous comprenez très vite que si vous évacuez pas la chaleur de l'ordinateur ne va pas marcher très longtemps. D'un point de vue plus global, quand on sort du pétrole, de la terre, qu'on l'utilise dans un système, il en ressort quoi? Du CO2 et de l'eau. Et ça, pour l'instant, on ne le gère pas. On laisse dans l'atmosphère. Et puis, vous voyez un truc qui fonctionne aussi tout en haut, là. L'énergie. Un système a besoin d'énergie. On va utiliser de l'énergie. Si on regarde globalement, on verra ça plus tard, on met du pétrole dans le système et on sort du CO2. Ça fonctionne à n'importe quel niveau. C'est ça, je trouve ça génial. Et ce que j'appelle ma petite boîte du Petit Prince, c'est que c'est la boîte avec les trous, là. Le système est dedans. Et on a fait les trous pour qu'il puisse respirer, en gros pour qu'il nous pollue la planète avec son CO2, le mouton là. Moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'on n'a pas de trou pour mettre le foin pour qu'il puisse manger. Et... traumatisé cette image. Le pire, c'est l'énergie. Comment? Le pire, c'est l'énergie. Le mouton? Oui, mais si tu lui mets du 230, il va pas aimer. Non, mais l'énergie calorique, par exemple. L'énergie? Calorique, par exemple. Oui. Oui, bah oui, c'est de l'énergie. Quand vous mangez du foin. Ou pour le foin, il est derrière la boîte. C'est ton âme d'enfant qui parle. Alors, oui, c'est. On a les données d'exploitation également, parce qu'il faut quand même piloter tout ça. Et il faut savoir qui reste le patron dans tout ça. Donc l'homme, il peut appuyer sur des boutons, sur des pupitres pour commander tout ça. Ça pour dire pourquoi ça s'appelle transition énergétique, c'est qu'on ne peut pas faire de système sans gérer l'énergie et ce qui en ressort. Alors ça fait plaisir à ceux qui ont déjà fait du UML ou du SysML. Je crois que c'est un diagramme de cas d'utilisation, ça. C'est pas, c'est écrit trop petit. Ne me mettez pas des trucs comme ça dans vos diaporamas quand je peux pas lire, ça m'énerve. Si, moi je peux le voir. C'est un use case diagram. Un diagramme de cas d'utilisation en France. Ok. Moi c'est écrit. Il est vraiment tout petit cet écran.
Voilà, je vous montrerai pas non plus que ce qui se passe si je bouche les aérations de mon ordinateur, parce qu'après ça va planter le... Ça ne pourra plus fonctionner. Un autre, le FAST. Alors, de mémoire, ça doit vouloir dire First Analysis System Technique en anglais. On s'en fiche, FAST. C'est le premier degré de description, ce qui va décrire toutes les fonctions techniques. Alors, on a deux choses en analyse fonctionnelle. On a l'analyse fonctionnelle externe, ce que nous, on va faire en brainstorming. On va dire, notre système, il est au milieu, on y reviendra pour la méthode. Et qu'est-ce qui tourne autour, qu'est-ce qui gravite autour? En gros, on appelle ça des interacteurs. Et puis l'analyse fonctionnelle interne. Donc le SADT que je vous ai montré tout à l'heure, on était encore à l'extérieur du système. Le SADT permet également de décrire l'intérieur d'un système avec des fonctions techniques. Donc là, ça décrit les fonctions techniques. Alors, je prends un exemple pour différencier d'une fonction, d'une contrainte, d'une fonction technique. C'est sur votre vélo, vous devez pouvoir vous arrêter en cas d'obstacle. Donc la contrainte, c'est de s'arrêter. Et puis l'interacteur, c'est l'obstacle, ou le feu rouge, ou le stop, ou le piéton, enfin, ce qu'on veut. Et ce qu'il faut, si on fait l'analyse fonctionnelle interne, on va mettre quoi pour répondre à cette contrainte? On va mettre des freins, donc ça va être la solution. Et la fonction, ce sera freiner. Freiner le vélo. Freiner, c'est la fonction technique. S'arrêter ou réguler sa vitesse, ça va être la contrainte. Donc il y a une petite nuance entre les deux. Donc pensez bien quand vous faites une analyse fonctionnelle, est-ce que vous vous situez au niveau externe? Donc le système il est devant vous, là, je prends ma souris, je regarde ce qui interagit, donc mes doigts dessus, éventuellement je fais un plan parce que ça va poser sur la table. Il faut que je mette une petite trappe pour pouvoir changer la pile, etc. Parce il faut que je puisse lui mettre de l'énergie, elle aussi, etc. Ok? Donc ça, c'est l'analyse externe. Et puis, l'analyse interne, c'est comment ça va fonctionner. Comment ça va récupérer les informations du capteur, comment ça va les traiter, etc. Donc, comment on va gérer l'énergie à l'intérieur, etc. Tous les systèmes sont à peu près sur le même principe. Une fois que vous avez compris le principe, c'est à peu près toujours pareil. Voilà, puis la méthode apte, alors là je vous ai mis le diagramme des interacteurs qu'on appelle la pieuvre, parce que c'est extrêmement ramifié. Vous allez avoir tout ce qui interagit avec le système, et puis avec des petits traits sur les fonctions, alors les fonctions principales qu'on appelle FP pour les intimes, et puis les fonctions contraintes qu'on appelle FC. On a également des fonctions d'usage ou des fonctions de service, notamment en autoradio dans une voiture. Généralement on n'achète pas une voiture pour écouter la radio, donc c'est des fonctions de service. Ensuite, alors oui, l'analyse fonctionnelle que l'on va faire maintenant concerne exclusivement un système. Mais un système, ça peut être très vaste. Un système informatique, c'est un système. Une voiture, c'est un système. Un vélo, c'est un système. Une trottinette, c'est un système. Un téléphone, c'est un système. Une souris, c'est un système. Tout ça, on va considérer ça comme un système. Qu'est-ce qui caractérise un système? C'est que ça définit des frontières avec un milieu à l'intérieur et des milieux à l'extérieur. On peut dire qu'un être humain est un système. C'est un organisme. Donc un organisme, c'est également un système. Mais nous, on va s'intéresser pas des choses qui ont été faites par la nature, plus ou moins bien d'ailleurs, mais par les systèmes créés par l'être humain. Donc ça définit les frontières à l'intérieur et à l'extérieur. La frontière n'est pas toujours évidente à trouver, notamment quand vous utilisez des systèmes qui se rechargent sur le secteur, vous avez un adaptateur. Dans un téléphone portable, vous utilisez un adaptateur pour le secteur. Est-ce que ça fait partie du système ou pas? En gros, la question, c'est quand vous achetez un téléphone portable, est-ce qu'on vous donne le chargeur avec ou pas? Si ce n'est pas le cas, c'est extérieur au système. Donc il est important de bien définir les limites du système parce que des fois, elles sont un peu floues. Un autre exemple, je crois que on le verra plus tard, j'ai réalisé un projet sur un émulsionneur pour faire des mayonnaises. Donc, en gros, c'est une sorte de petit robot où vous mettez de l'huile, un œuf, de la moutarde et ça vous fait la mayonnaise automatiquement. On s'est posé la question si le bol faisait partie du système ou pas. Est-ce qu'on peut... dans ce cas-là, ça change tout au niveau conception. C'est-à-dire que le système doit pouvoir s'adapter à n'importe quel type de bol de l'usager, ce
qui posait des problèmes. Donc on a changé de cahier des charges. On dit bon, on va livrer le bol, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, la forme du batteur, elle est beaucoup plus adaptée à la forme du bol. Ça pose des différents problèmes. Et, voilà. C'est des choix qui sont à faire. Donc il est important de bien définir le système. Un système, ça réalise une ou des fonctions d'usage. On l'utilise pour certaines fonctions. C'est important de savoir lesquelles. Et puis, un système doit également s'adapter à son environnement, comme l'être humain en fait. Alors, je vous ai mis un exemple de système embarqué. Il y en a qui veulent faire Astre. N'aie pas peur, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. Voilà, on voit le système embarqué va communiquer avec différents organismes qui sont à l'extérieur, etc. Vous imaginez bien que là, en plus, il doit y avoir des protocoles de communication qui fonctionnent. Donc ça marche aussi bien pour un système informatique, un système de communication, un téléphone portable, qu'une voiture ou un étau d'immeuble. Alors, maintenant, on va voir la méthode APT, qui est la reine des méthodes d'analyse fonctionnelle, qui reste que de l'analyse fonctionnelle. Donc après, on peut faire de la gestion de projet sans faire d'analyse fonctionnelle, en utilisant d'autres outils. Moi, je l'aime bien quand même. Bon, c'est pas parce que c'est celle que j'ai apprise à l'école, mais ça permet d'essayer d'éviter d'oublier des choses. Je vous dis ça parce que sur tous les projets que j'ai pu encadrer avec des étudiants, systématiquement, le premier projet qu'ils développaient, ils oubliaient de mettre un bouton marche arrêt sur le système. J'encadre le projet robotique depuis quelques années. Il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour avoir un bouton de marche arrêt sur les robots. Comment on faisait pour arrêter le robot, à votre avis? On prenait la batterie, on tirait sur le fil. C'est pas fou, hein. Imaginez, vous voulez éteindre votre téléphone portable, vous ouvrez le téléphone portable, vous enlevez la batterie. Parce qu'en gros, c'est ça, parce que la batterie est à l'intérieur, il faut ouvrir le robot pour enlever la batterie. Et... Voilà. Alors qu'un bouton marche arrêt, c'est tellement merveilleux. Et ça, je peux vous dire, vous êtes sur un projet, vous allez partir sur votre fonction d'usage, alors à quoi ça sert, machin, votre truc, il va... Et puis une fois que... Alors, il y a la deuxième étape, c'est... on a fait tous nos essais sur l'alimentation stabilisée du labo, mais on n'a pas prévu que notre système, il faudrait pouvoir le brancher à une source d'énergie extérieure. Donc des fois, on n'a même pas de trou pour faire passer le fil. C'est des choses bêtes comme ça qui peuvent être oubliées. Donc si on fait une bonne analyse fonctionnelle en analysant toutes les contraintes et tous les interacteurs, on n'oublie rien. C'est pour ça que j'aime bien. Et elle fonctionne comment? En répondant à un certain nombre de questions. Il y en a un flux de 5 là déjà, et puis par la suite il y en aura 2. C'est plutôt pour de la prospective. Mais là, on va répondre déjà à ces 5 questions-là. Donc la première question, à qui sert le système? Vous voyez, c'est pas à quoi ça sert déjà. À qui ça sert? Ça va nous permettre d'utiliser les utilisateurs, mais aussi les usagers. Par exemple, vous êtes les usagers de l'ENSIM, non pas les utilisateurs. Le personnel, on va dire, qui fait partie des utilisateurs. Donc je vous utilise. Plus généralement sur une voiture, si vous avez des pare-chocs sur la voiture, c'est qu'on a certes pris en compte les besoins de l'utilisateur qu'il a de se déplacer, mais également qu'il pouvait rencontrer d'autres utilisateurs dans d'autres véhicules qui pouvaient également se déplacer, et que des fois ça pouvait mal se passer. On a mis des pare-chocs. On a considéré qu'il y avait également des usagers de la route. Voilà, il y a une petite nuance, mais c'est un utilisateur et un usager, c'est pas tout à fait pareil. Si vous avez, on a une très belle éolienne, nous on est utilisateur de l'éolienne, puis il y a les usagers qui sont autour, qui écoutent le bruit. Le son mélodieux de notre éolienne. Bon, elle est placée, elle ne dérange personne.
quelques piafs, mais il y en a trop. C'est une blague, il n'y a pas trop de petits oiseaux qui gazouillent. Il y a beaucoup de lapins aussi, mais ça va. Même si ça a des grandes oreilles, ça ne se prend pas dans l'éolienne. Bien. Deuxième question, quel est l'environnement du système? Donc, notre système, où est-ce qu'il va être utilisé? Et le mieux, c'est de se mettre à la place du système. Alors, virez pas schizophrène pour autant, hein, mais vous vous mettez à la place du système et vous regardez, alors si je suis un système, comment j'interagis? Je suis supporté par le sol, bon, la souris, elle a des petits patins. Voilà, elle doit pouvoir, c'est une souris optique, donc elle doit pouvoir, il y a une petite caméra là-dedans. C'est pas fou au niveau résolution, mais c'est quand même une caméra qui va filmer le bureau toute la journée et qui va envoyer des informations qui sont traitées numériquement. Donc là, c'est pareil, vous êtes déjà aperçu que si vous mettez un miroir, ça marche plus. Parce qu'elle se voit dans le miroir, donc elle bug. C'est trop belle, je sais pas. Ça marche pas sur une surface réfléchissante. Donc ça, l'interacteur, la souris, elle doit pouvoir s'adapter à différents types de surfaces, mais il y a des limites. Et puis ça doit également être ergonomique. Alors souvent l'ergonomie, vous allez les voir dans les méthodes aptes avec les diagrammes des interacteurs, comme un interacteur. Pour moi, l'ergonomie n'est pas un interacteur. L'ergonomie, c'est une contrainte entre l'utilisateur et l'objet. On est d'accord? C'est moi qui mets ma main sur la souris, donc si je me mets à la place de la souris, je veux que la main du gros couillon qui me tient, elle puisse s'adapter à moi. D'accord? En tout bien, tout honneur. Ok? Bien. C'est pareil pour l'esthétisme. Elle doit plaire à qui? À l'utilisateur. Donc, pour moi, l'esthétisme et l'ergonomie, ce sont ni plus ni moins des contraintes entre l'utilisateur et le système. Et souvent, si vous allez sur Internet, vous allez voir des cours entiers où on va vous mettre l'ergonomie et l'esthétisme en tant qu'interacteur. Alors, je chipote parce qu'en fait, on s'en fout. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y avoir pensé. Peu importe comment vous le rédigez, mais pour moi, c'est pas un interacteur. D'accord? Voilà pour les interacteurs. Troisième question, à quoi sert le système? Et là, ça va nous permettre d'identifier et de formuler toutes les fonctions. Alors, généralement, il y a une fonction principale, éventuellement des fonctions de service, mais une fonction principale. Il y a des gens, c'est pareil, que si vous avez regardé sur Internet, qui vont vous mettre... on va prendre l'exemple du couteau suisse. Ils vont mettre plein de fonctions principales. À la limite, c'est pareil, c'est pas faux. Mais non. Pourquoi achète-t-on un couteau suisse pour couper? La fonction du couteau. Qu'on puisse faire d'autres choses avec, c'est très bien. C'est pareil pour le téléphone mobile. Vous n'achetez pas un téléphone portable pour jouer dessus. En tout cas, là, votre téléphone portable que vous avez demandé à vos parents, vous n'avez pas dit que vous vouliez jouer dessus. Vous dites, ouais, c'est pratique pour pouvoir t'appeler, tout ça. Oui, la première fonction principale d'un téléphone, c'est pouvoir téléphoner. Même si on peut faire plein d'autres choses avec. D'accord? Après, c'est pareil, là, je chipote. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de bien identifier tout ce qu'on va pouvoir faire avec le système. Donc, à quoi il sert? Quatrième question. Quelle contrainte doit satisfaire le système? Ça va nous permettre, en répondant à cette question, d'identifier et de formuler toutes les contraintes. C'est ce qu'on va voir dans le diagramme des interacteurs. On va mettre le système au milieu, tous les interacteurs autour. Donc les contraintes, c'est de pouvoir l'alimenter en électricité, de pouvoir l'allumer, de pouvoir l'éteindre, de pouvoir mettre ses doigts dessus. Ça va être des contraintes. Donc l'utilisateur est un interacteur. Et puis enfin, quelles sont les situations de vie du système? Et là, ah oui, je vous avais mis des petites images, désolé. C'était celle-là que je voulais. Le cycle de vie. Alors la notion de cycle de vie, on va en reparler également quand on va calculer l'empreinte carbone d'un système. Puisque quand on fait l'empreinte carbone d'un système, on essaie de prendre tout son cycle de vie.
de l'extraction du minerai, de sa fabrication, son utilisation, son transport, ce qu'il aura consommé en énergie en utilisation, puis également son recyclage. Alors je dis ça parce que souvent on oublie ce petit détail-là. Et imaginez, vous fabriquez quelque chose qui est très très lourd et vous n'avez pas prévu un anneau pour pouvoir le transporter. Mais toutes les machines-outils, en fait, ont à la surface un petit anneau qu'on peut enlever, hein, mais il y a un trou taraudé qui est au niveau du centre de gravité de la machine pour qu'on puisse la transporter. Ça ne sert uniquement le jour où on installe la machine et le jour où on l'enlève. Ça sert deux fois. Si on veut la transporter tous les jours, on peut, mais c'est pas généralement pas fait pour. Généralement, ça fait 1 tonne, 1 tonne 5, moins de machines-outils, donc généralement, on ne la dépasse pas tous les jours. Donc voilà, donc, il est important de pouvoir prévoir des poignées, même si ça va servir qu'une fois pour l'installation et une autre fois pour aller la jeter. Et notamment, le principe de l'éco-conception, c'est de penser également quand on met des matériaux à l'intérieur d'un système, à la fin du vie du système, c'est une obligation maintenant de pouvoir recycler les matériaux qui sont dedans. Donc il faut prévoir de pouvoir les démonter facilement. Ce qui est assez mal fait, je ne sais pas si on a entendu parler, dans les téléphones mobiles, vous avez je ne sais pas combien de métaux rares et précieux à l'intérieur des téléphones mobiles, et c'est une tannée à recycler. Donc c'est quand même bien d'y penser. Les deux autres questions auxquelles on va répondre, c'est pourquoi le besoin existe-t-il? Alors je vous ai mis attention à ne pas confondre avec la solution, parce que souvent, faire un petit test, je vous ai préparé une petite image. Il pleut, de quoi ai-je besoin? Bon, je dis moi, mais c'est pas moi là sur la photo. Comment? De quelque chose pour se protéger de la pluie. De quelque chose pour se protéger de la pluie? Ben non, tu y étais presque. C'était presque bien. Ouais, dites-moi des bêtises, j'ai envie que vous me disiez des bêtises. De me protéger. Elle a besoin de quoi? Du shampoing. Regarde. Non, de se protéger de la pluie. Se couvrir, Non, parce que se protéger, oui, besoin c'est ça. de quelque chose pour se protéger de la pluie. Alors le shampoing était une mauvaise réponse. Ça aurait été répondre à la question se laver les cheveux. En fait, j'ai besoin de m'abriter, elle a besoin de s'abriter. Ça, c'est le besoin. Elle a besoin de s'abriter. Pourquoi? Parce que j'attendais que, généralement, vous me dites un parapluie. Et le parapluie, c'est une partie des solutions. Elle peut mettre un imperméable, elle peut se mettre à l'abri sur un abribus. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent lui être apportées. Mais quand on est au niveau de l'analyse de besoin, il est très très important de se concentrer sur la fonction que va avoir le produit et non pas la solution. Quand l'amphithéâtre est sale, on a besoin de quoi? De le nettoyer, exactement. L'aspirateur étant une solution. D'ailleurs, soit dit en passant, l'aspirateur indique également la solution technique qui a été utilisée pour nettoyer. On pourrait prendre un balai, par exemple. Ok. Donc c'est important d'exprimer ça sous forme de besoin, et le besoin, c'est forcément un verbe à l'infinitif. Toutes les fonctions, qu'elles soient techniques, aspirer pour l'aspirateur, qu'elles soient techniques, qu'elles soient fonction principale et qu'elles soient fonction contrainte, sont toujours des verbes à l'infinitif. D'accord? Et on va bien les distinguer des solutions que l'on apporte, qui sont par exemple, le shampoing, c'est une solution. Il ne va pas résoudre le problème, mais c'est une solution. Et puis on va se poser la question, qu'est-ce qui pourrait faire disparaître le besoin? Ben oui, parce qu'avant de se lancer à développer un nouveau produit, un nouveau système, et de polluer la planète en le faisant, on va peut-être se demander qu'est-ce qui va le faire disparaître. Or, il y a plein d'exemples
Moi, celui que j'aime bien, c'est celui-là. C'est celui de Fort Boyard. Il sert à quoi, Fort Boyard? À se protéger des boulets de canon. Alors certes, à Fort Boyard, il y a beaucoup de boulets, mais ce n'est pas forcément des boulets de canon. Alors, Fort Boyard n'a pas été conçu pour créer une émission de télévision en faisant courir des personnes de petite taille et en torturant des animateurs de télévision. Ça a été fait pour défendre la baie de la Vendée, là, où ça se situe. Parce qu'à l'époque, la portée des canons était de 5 km environ. Et donc, se mettre ici, ça permettait de protéger l'invasion des Anglais, je crois. Le problème, c'est qu'entre-temps, l'artillerie avait progressé, c'était plus 5 km, c'était 15 km, et puis même on a inventé des missiles. Donc là, maintenant, ça ne sert plus à rien de faire un fort au milieu de la mer. On peut tout à fait protéger les choses depuis le continent. Okay. Fort Boyard n'a jamais servi de fort militaire, il a servi de prison, il a servi de tournage de films, il a servi pour tourner des émissions de télévision, mais il n'a jamais servi ce pourquoi il a été créé. C'est juste pour illustrer le fait que quand vous développez un produit, essayez d'anticiper ce qui pourrait faire disparaître le besoin. On avait Internet avant tout le monde en France. Ça s'appelait le Minitel. Comme beaucoup d'idées en France, on avait une bonne idée, on était en avance sur tout le monde, mais on n'a pas été au bout. Internet a fait disparaître le Minitel. Alors, vous n'avez pas connu le Minitel, c'était un écran noir avec des petits carrés, je crois que c'était écrit en blanc. Et puis, moi non plus, hein, je suis trop jeune, j'ai pas connu. Et puis les touches, elles n'étaient pas super smooth, mais voilà. Mais on pouvait s'inscrire pour le bac, s'inscrire à l'université, etc. sur le Minitel. Donc on pouvait faire plein de choses sans se déplacer. Les professeurs corrigeaient vos copies que vous avez faites pour le bac et on rentrait les notes sur le Minitel. Alors maintenant ça se fait sur Internet, mais ça se faisait sur le Minitel. Donc ça rendait énormément de services. Et effectivement, ça a disparu. Il y a plein de choses comme ça que vous ne voyez plus qui reviendront peut-être, hein, mais là pour l'instant ça a disparu. Ça ne veut pas dire que quelque chose, que le besoin va disparaître forcément un jour, qu'il ne faut pas développer le système pour autant. Parce qu'il peut rendre des services en attendant. Si vous savez que ça va disparaître dans 30 ans, bah, en attendant vous pouvez en fabriquer, ça va rendre des services. Bien. Une fois que l'on a fini de poser ces questions-là en brainstorming, on passe à la synthèse sous forme de graphe. Et ça, c'est le diagramme Bétacorn de la méthode APT, qui s'appelle l'énoncé du besoin, en fait. C'est un diagramme à tête de Mickey, mais je pense que Mickey, c'était un nom déposé, donc on n'a pas pu l'utiliser. On met l'utilisateur, on met sur quoi ça agit. Alors des fois, c'est pas aussi simple que ça, mais globalement, retenez ça. Quelque part, à qui il sert et sur quoi il agit. On met le système au milieu et on énonce le besoin en haut. On met dans quel but en bas. Okay. Donc généralement, la fonction d'usage, on la met en bas. Je vous avouerai que ce diagramme-là, c'est pas le plus important de... Alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas le temps de prendre des notes. Le diaporama, il sera sur une 10. On va retrouver en interacteur 1 et interacteur 2. Je vous l'ai mis comme ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'aurais pu faire, mais bon. Imaginez que vous avez l'utilisateur et puis sur quoi ça agit. On va retrouver au niveau de la fonction principale ce qu'on avait juste précédemment. C'est pour ça que je le trouve un peu redondant, l'énoncé du besoin. Vous pouvez l'écrire sur une phrase ou un petit paragraphe, l'énoncé du besoin, ça fait tout à fait l'affaire. Le but d'utiliser des graphiques, c'est que ce soit facilement compréhensible par tout le monde. Et là,
tous les interacteurs, vous allez mettre tous les interacteurs autour. Par exemple, là, ici, le sol de ma souris, l'utilisateur qui est au niveau ergonomie où il doit mettre ses mains. Et on va mettre des petits traits. Alors là, je vous ai mis un interacteur avec un seul trait à chaque fois. On peut tout à fait mettre un interacteur avec plusieurs traits. Il peut y avoir une fonction principale, notamment là, si je prends l'interacteur 1, je le mets à la place de l'interacteur 1, je mets utilisateur de ma souris, et je veux qu'elle puisse tenir dans ma main. Je vais mettre une contrainte qui va être s'adapter à la main de l'utilisateur. Ok ? Si vous mettez ergonomie dans un interacteur et vous mettez la même fonction, c'est pas grave parce que le plus important c'est ce qui vient ici, c'est le tableau des fonctions où on va décrire toutes les fonctions. Donc peu importe comment vous l'écrivez graphiquement, moi je pinaille un petit peu, c'est surtout ça qui va être important. Où on va mettre, donc là justement c'est l'exemple de mon émulsionneur à mayonnaise, cahier des charges que j'avais fait à l'époque. On a la fonction principale, on a différentes contraintes, et on va mettre la caractéristique de l'environnement et de la fonction. Alors, caractéristique de l'environnement et de la fonction, des fois c'est fusionné, vous verrez les deux. Vous pouvez, de toute façon, peu importe. Dans ce cas-là, on pourra dire que l'utilisateur peut incorporer le corps gras au reste des ingrédients à l'intérieur d'un bol sur le plan de travail de la cuisine. C'est équivalent. Comprenez bien là que ce qui est important, c'est de l'avoir exprimé, rédigé, écrit quelque part. Peu importe la forme que ça prend, c'est un exemple de représentation d'un cahier des charges, d'une analyse fonctionnelle. Mais vous n'arrêtez pas à ça. C'est vrai qu'un cahier des charges où c'est que du texte, c'est très très difficile à lire et c'est pénible. Donc mettre des graphes, ça permet d'égayer un petit peu les choses. Ça n'empêche pas de pouvoir mettre un petit texte à côté qui va expliquer comment fonctionne le système et les différentes interactions. Les deux dernières colonnes sont très importantes. La mesure ou la validation, ce qui va permettre de dire est-ce que mon système répond à mon cahier des charges ou pas. C'est en gros ce qui va permettre de définir les performances de mon système. Notamment si je crée un moyen de transport, ça va être quelle vitesse il va rouler, les limitations de vitesse éventuellement, la puissance du moteur, etc. Et puis la flexibilité, ça va être les tolérances. À plus ou moins 2 km/h, 3 km/h, 5 km/h, etc. Généralement, en première approche, on met juste F0, F1, F2, etc. F0 étant pas du tout flexible, il faut absolument que ces contraintes-là soient respectées jusqu'à F3 ou 4 où c'est forcément flexible. Par exemple, pour de l'ergonomie, enfin sur de l'esthétisme, vous pouvez mettre de la flexibilité sur l'esthétisme, sachant que l'esthétisme c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. Ce qui fait que je trouve limite même pas ça pertinent à mettre ça dans une analyse fonctionnelle parce que c'est pas du fonctionnel. En fait. Et c'est pareil, dans une analyse fonctionnelle, on ne met pas la notion de coût. Souvent, je vois dans une analyse fonctionnelle ne pas être cher. Alors déjà, c'est pas une action être beau, être cher, c'est un verbe être, c'est pas un verbe d'action. Donc déjà, quand je commence à avoir des verbes d'état et pas des verbes d'action dans les cahiers des charges, je me méfie, dans l'analyse fonctionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout du prix. Justement, la démarche, quand vous allez choisir des solutions technologiques, c'est de répondre aux besoins, ni plus ni moins, au meilleur prix. D'accord ? Mais pour moi, ce n'est pas là qu'il faut le mettre. Ok ? En résumé, vous mettez toujours un verbe à l'infinitif. Et je vous ai mis ici les petits niveaux de flexibilité. Alors, en troisième année, vous allez pouvoir mettre F0, F1, F2, F3. Et quand on arrive en quatrième année, ce qui sera bien, c'est de pouvoir mettre des valeurs de tolérance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous faites un moteur qui doit tourner à telle vitesse, vous allez dire la vitesse à laquelle il doit tourner, avec la tolérance, à plus ou moins tant de tours par minute, par exemple. D'accord ? C'est important que ce tableau-là soit rempli le plus précisément possible. Si c'est contractuel avec votre client, alors le client, quand je parle de client, ce n'est pas forcément un client extérieur à la société, ça peut être un client à un autre service de la société. Ça peut être votre patron qui vous demande de faire quelque chose. Ça peut être à différents niveaux. On appelle le client, c'est la personne, on va dire ce qu'on appelle le maître d'ouvrage.
à la maîtrise d'œuvre, et lui, il est maître d'ouvrage, il va vous demander quelque chose, donc il faudra communiquer, et le cahier des charges permet de communiquer les différentes exigences de l'analyse. Ok. Bon, je vous ai mis un petit exemple d'un diagramme FAST. Généralement, on a deux petites barres ici et ici. Vous avez la fonction principale qui est en dehors du système. On va dire, on va la mettre en dehors. Enfin, si vous sentez que ça, c'est le système. Enfin, tout ça, c'est le système, en fait. On met deux barres. Ici, on va définir toutes les fonctions techniques. Donc, il y a des fonctions techniques, des sous-fonctions techniques. Et puis, généralement, on les met dans des rectangles, avec des verbes à l'infinitif, puisque c'est des actions, c'est des fonctions techniques, ça fait quelque chose. Et puis, dans des ronds ou des ovales, on va mettre les solutions techniques. Donc ici, on doit retrouver que des noms communs. D'accord? On n'aurait pas de nom propre, généralement. Dédé, il ne fait pas partie du système. Ok? Ça, c'était pour l'analyse fonctionnelle. C'est bon? Il y a des questions sur l'analyse fonctionnelle? Alors, souvent dit comme ça paraît un petit peu évident. Il faut juste être ultra rigoureux. Ça se fait sous forme de brainstorming. Tout le monde sait ce que c'est qu'un brainstorming? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un brainstorming? Alors, ils sont également très timides. Voilà, vous mettez autour d'une table avec différentes parties prenantes. Essayez de prendre des gens de différents horizons, tant qu'à faire. Alors là, vous allez prendre vos collègues qui sont sous la main. Par contre, dans un projet, essayez de prendre différentes parties prenantes et des gens qui ne sont pas forcément du métier de technicien, etc., pour avoir des avis. Et on va noter en vrac tout ce qui passe par la tête de tout le monde autour du projet. Et puis on va les organiser, comme on vient de le voir, sous forme de... Pour animer la réunion, la méthode app est nickel parce que vous avez posé les questions. Bon alors, à qui va servir le système? On s'adresse à qui? Quelle est la cible? Donc là, les gens ils vont dire, ah oui, il faudrait que ça puisse servir à un tel, un tel, un tel. Dédé de la compta, lui, il en a besoin de ce truc-là, machin, etc. Vous fassiez un système informatique, vous fassiez une agrafeuse, hein, c'est pareil. OK? Bien, donc la gestion des tâches, c'est très très important. Il va falloir votre projet, il va falloir le découper en différentes tâches qui ne soient pas trop grandes et pas trop petites. Et on va les constituer en lots de choses cohérentes. Alors on peut les regrouper par de différentes façons. Je vous ai parlé de fonctions techniques, on peut les découper par fonctions techniques. Par exemple, nous en projet robotique, il y en a qui vont s'occuper de la gestion de la détection de l'adversaire, par exemple. Ils vont travailler la détection du... Donc la solution, ils ont pris un lidar, hein, c'est un télémètre laser qui tourne comme un radar, mais avec de la lumière. Voilà, ils vont gérer ça sous cette forme de fonction. Il y a la fonction de la base roulante qui permet de se déplacer, donc le robot doit pouvoir se déplacer, donc il y en a qui vont travailler là-dessus. On peut découper un système sous forme de fonction. On peut également le faire par métier. On peut dire par exemple sur notre robot, vous allez travailler sur la partie informatique, vous allez travailler sur la partie mécanique et vous allez travailler sur l'électronique ou l'électricité. On peut travailler comme ça. C'est à vous de voir, ce qui est plus pratique en fonction du contexte et des compétences des gens. Généralement, quand vous êtes en école d'ingé, vous n'avez pas spécialement encore beaucoup de spécialités, vous pouvez tout faire, donc travailler par fonction, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez faire un petit peu de mécanique, un petit peu d'électronique, de programmation. Les deux fonctionnent très très bien. On peut imaginer également qu'on va travailler par localisation. C'est le cas notamment chez Airbus. Vous savez, les avions qui sont principalement assemblés sur Toulouse, ils sont fabriqués en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, et puis ils sont assemblés sur Toulouse. Donc là, chacun est dans sa spécialité, fabrique une partie de l'avion, sachant que dans les ailes et dans la queue, même si ce n'est pas fabriqué au même endroit, il y a des notions d'actionneurs qui vont être à peu près les mêmes, qui doivent s'interconnecter, etc. Mais ils vont travailler par localité. On peut également travailler par fournisseur ou en fonction du temps. Notamment si vous fabriquez, vous voulez construire une maison ou un bâtiment, une école comme ici. Généralement, on ne commence pas par poser les tuiles. Dans le projet, on va d'abord faire le terrassement, fouiller les fondations, monter les murs, poser les fenêtres, mettre un toit, etc.
vous êtes obligé de le faire dans le temps parce que vous devez gérer ce qu'on appelle les antériorités. Les choses, pour poser les tuiles, il faut déjà avoir posé la charpente. Pour poser la charpente, il faut déjà avoir posé les murs. Pour poser les murs, il faut avoir fait les fondations. Pour avoir fait les fondations, il faut avoir fait le terrassement, etc. Ok? Donc on les découpe par lot, ni trop petit, ni trop gros. Et ensuite, on se les répartit. Généralement, c'est là que ça coince. Donc ça, ce que je vous ai mis là, ça s'appelle une matrice RACI. Alors c'est pareil, RACI, là je vous ai mis la version française des choses. Donc R pour responsable, A pour acteur, C pour consulter et I pour informer. La version anglaise, c'est pas dans le même ordre. On s'en fout, c'est la même chose, il suffit juste de définir ce qu'est R, A, C et I. Et qu'il y ait à la fois un responsable et un acteur. Bah oui, parce que s'il n'y a pas d'acteur, la tâche ne se fait pas, et s'il n'y a pas de responsable, bah, si ce n'est pas fait, personne ne s'en aperçoit. Alors, le responsable peut être également l'acteur, même si ce n'est pas souhaitable tout le temps, c'est bien d'être à deux sur quelqu'un qui fait et l'autre qui supervise et qui vérifie. Et puis vous pouvez, entre vous, permuter les rôles de temps en temps sur une autre fonction, par exemple. Ça, très important, vous mettrez ça dans vos dossiers. Ça permet également de savoir qui a fait quoi. Et plus tard, quand on doit faire le bilan de comment on a fait le projet, ça permet de remonter les difficultés et de comprendre pourquoi ça a bugué. Donc ça se fait aussi bien en prévisionnel qu'en rétroplanning. Ok ? C'est bon, c'est clair comme c'est représenté? Oui. Après, on a différents outils de planification. Alors, on va voir celui-ci, je vais vous montrer parce qu'il est assez rigolo. Moi, je l'aime bien. Mais la base de la base, c'est le Gantt. Le Gantt, c'est un chronogramme qui permet de visualiser graphiquement l'ordre des tâches. Ça permet également de visualiser ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction, les jalons, qui sont représentés par des petits losanges, des petits carrés noirs. Là. Donc, ça fait apparaître également les antériorités nécessaires. Quand il y a des tâches qui doivent être faites avant d'autres, on va forcément les voir. Et généralement, on les classe dans l'ordre dans lequel on va les faire. Ce qui permet d'éviter d'avoir un fouillis, ça permet de les ranger et de les voir un petit peu comme ceci. Ça, c'est la base de la base. Il faut que tout le monde sache faire au moins une représentation sous forme de Gantt pour montrer. Alors c'est pareil, ça peut se faire en rétroplanning ou en planning prévisionnel. Ok, donc là je vous ai mis, c'est un calendrier de réalisation d'un projet. On va visualiser les lots de travail et les jalons. Et puis la deuxième qu'on va voir tout de suite, là, c'est ce qu'on appelle le PERT. C'est un acronyme également, je ne me souviens plus du tout ce que ça veut dire. Enfin, peu importe, le PERT. Ce qui a été développé, je crois, par la NASA quand ils ont voulu envoyer des hommes sur la Lune. Ça va nous permettre d'identifier le chemin critique qu'on va voir dans un instant. Juste passage, vous avez des logiciels gratuits, Gunter ou Gantt Project, qui permettent de faire des Gantt facilement. Sinon, vous faites sur un tableau Excel, mais je trouve ça un petit peu dommage. Donc vous avez des outils qui sont d'ailleurs installés, je crois, sur les ordinateurs ou que vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. On va essayer d'identifier un chemin critique là, que vous voyez en vert. Généralement, on part à l'instant 0 et on va faire des pas de temps. Alors, ça peut être des semaines, ça peut être des heures, ça peut être des jours, ça peut être des mois, ça peut être des années, c'est ce qu'on veut. Donc là, on va dire que c'est des mois, par exemple, ou des semaines. On va mettre des semaines. Donc on est à 0 semaine. La tâche A va être réalisée en une semaine. Donc au bout d'une semaine, on est à une semaine. Jusque-là, tout va bien.
Si on commence la tâche B, qui dure 2 semaines, ah, c'était la tâche C, pas de bol, qui dure 3 semaines, on va arriver à 4. La tâche B dure 2 semaines, donc 2 semaines plus 1, ça fait 3. C'est bon, vous suivez là pour l'instant? Pour l'instant, c'est pas compliqué. On continue. Pour passer à l'étape suivante, on peut soit passer par D, soit passer par E. Sachant que D et E sont des étapes que l'on va faire. Donc pourquoi j'ai mis 5? C'est que là, ça va forcément être le temps le plus long. Je ne peux pas commencer l'étape G. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Je ne peux pas commencer l'étape G si l'étape D et E n'est pas terminée. Donc je pourrais commencer l'étape G uniquement à partir de 5 semaines. Et pas 4. OK? C'est ce qu'on appelle la date au plus tôt. Si je continue, 4 plus 3, ça fait 7. Donc là, il n'y a pas de surprise. Je pourrais commencer l'étape H et l'étape I à partir de 7 semaines. Donc après, comment je vais faire? Je vais regarder le chemin. Pour commencer l'étape J, il faut que j'ai fait G et H. Donc ça va être quoi là-haut? Bien. En fait, c'est trop facile. Et pour commencer K, il faut que j'ai fini I et J. Et donc ce sera au bout de combien de temps? Ouais, vous êtes trop fort. Et puis, pas de surprise, pour finir le truc, K, ça dure 2 semaines, donc on arrivera au bout de 12 semaines. Maintenant, on va repartir du fond, enfin de la fin, pardon. Et puis, on va remonter. Donc là, sans surprise, si on remonte, ça fait 2. Maintenant, si je vais vers le chemin, alors je ne sais plus lequel c'est, si le chemin du haut, si je vais sur le chemin du haut, ce sera au bout de combien de temps? 8. Ouais. Pour le chemin du bas, ça va être... Alors là, je peux venir soit du chemin H, soit du chemin I. Soit c'est 8 moins 1, soit c'est 10 moins 2. On va prendre au plus tard dans le cas. Au plus tôt dans un sens et au plus tard dans l'autre. C'est bon, c'est compris ça? Donc 10 moins 2, ça ferait 8. 8 moins 1, ça fait 7. On prend le 7. Et puis on continue comme ça. Ici, on obtient 8 moins 2, ça fait 6. Donc là, pour le 4, on a soit 6 moins 1, soit 7 moins 3. On va prendre 7 moins 3, 4. Et ainsi de suite. Donc là, ça fait 6 moins 1, ça fait 5. Là, on n'avait pas de surprise. Et là, on a le choix entre 5 moins 2 et 4 moins 3. Donc on va avoir 4 moins 3. 1. Et à chaque endroit où vous avez la même chose en haut et en bas, ça va nous permettre d'identifier ce qu'on appelle le chemin critique. À l'endroit où vous avez une différence entre le haut et le bas, c'est ce qu'on appelle la marge libre. On peut tolérer du retard sur la tâche B. C'est-à-dire que si la B, on l'atteint au bout de 5 semaines, ça ne posera pas de problème sur le rendu final. Vous voyez à quoi ça sert ça? Ça permet de se dire, quand je suis à la gestion du planning, bon, là, la tâche C, elle prend du retard. Et si je prends du retard sur la tâche C, qu'est-ce que ça fait? Ça va impacter directement la date de rendu des 12 semaines à la fin. Donc ce que je vais faire, je vais mettre plus de main-d'œuvre, par exemple, ou plus d'énergie sur la tâche C pour la finir. Et je vais peut-être alléger un peu la tâche B parce que je sais que c'est pas très grave si je prends du retard sur cette tâche-là. D'accord? Je peux la faire en 2 semaines, mais si je la fais en 5, c'est pas grave. Ok? Ça permet de faire ça, de savoir. Et donc, si vous avez fait ça, alors après, la difficulté en tant qu'étudiant en école d'ingé, c'est d'estimer le temps qu'on va mettre pour faire les tâches. Et que vous soyez en gestion de projet traditionnelle, en Scrum, etc., la difficulté, elle est là. C'est estimer le temps que vous allez mettre pour faire les choses.
Alors, pour réaliser un Gantt, vous allez sur Gantt Project. Puis vous voyez ici, par exemple, la architecture design, intérieur design, etc. C'est les différentes étapes pour créer une maison. Voilà. Avec les différents jalons, les rayons, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, à la limite on reverra ça en TP si vous avez des difficultés pour faire un Gantt. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà fait un Gantt. Qui n'a jamais fait de Gantt? Ouais, la majorité a déjà fait. Donc en s'entraînant, ça ne posera pas trop de problème. Si vous voulez approfondir la gestion de projet, il y a des choses que j'avais vues il y a très longtemps qui m'ont aidé également à bâtir ce cours. C'est Centrale Lille qui a fait un MOOC sur la gestion de projet qui va être beaucoup plus détaillé de ce que je vous ai fait là. Donc si vous voulez aller les voir. Et puis vous avez également de la doc dans l'approche système sur l'intranet. Et puis je vous en ai mis également sur Ultis. Je ne l'ai pas mis là, mais vous avez également l'info sur Ultis. Voilà pour ma démarche approche de projet. Est-ce qu'il y a des questions? Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la pause maintenant, puis on va faire la deuxième partie sur la partie transition énergétique. Donc vous pouvez prendre un quart d'heure environ, et puis on se rejoint tout à l'heure ici. Vous allez donner la clé ULTIS à la fin de la séance. Voilà. À la fin de la séance, la clé ULTIS. La clé ULTIS, c'est ingénieur en majuscule. Merci. Il va rappeler ça.